on passe sur notre première table ronde de partage. Donc, je vais appeler plein de monde. Charline, Sandra, Anaïs, Bastien. Je ne dis pas vos noms de famille parce qu'il y en a une qui a un nom de famille un peu compliqué. Je vous laisse voir laquelle. On l'a évoqué, ça a été évoqué sur les propos lors du mot d'accueil, notamment avec Emmanuel, sur les sujets. En fait, le sujet économie circulaire appliqué à l'achat public et à l'ESS, il est assez prégnant. On s'appuie beaucoup sur les opérateurs de l'ESS quand on propose des actions de sourcing pour nos adhérents, nos bénéficiaires. Et on s'est dit que ce serait intéressant cet après-midi de faire une table ronde dédiée à AGEC. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on parle beaucoup d'acronymes, ESS, c'est bon, là maintenant je pense qu'on est tous calés. AGEC, ça veut dire anti-gaspillage pour une économie circulaire, du nom de la loi qui a été votée en 2020 et qui a eu un impact pour les acheteurs, avec notamment l'article 58 qui impose pour 17 familles d'achat une part de produits issus du réemploi, recyclage. Et puis il y a aussi tout un volet sur la partie bâtiment. Donc vous me voyez venir, on va parler un peu de cet article 58 et puis après on va parler bâtiment. Donc les raisons, évidemment, en bas à droite, ce sont les défricheurs, les explorateurs issus de l'ESS, on en a parlé tout à l'heure. Le SPASER, comme évoqué, c'est issu de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Et puis, dans la feuille de route économie circulaire qui commence à dater un petit peu maintenant, n'empêche qu'il y avait quand même beaucoup... Léonie, en préparant ce temps cet après-midi, m'a dit, regarde, il y avait déjà pas mal d'objectifs fixés spécifiquement sur les sujets de ESS. Bref, je crois que je n'avais pas vraiment besoin de justifier pourquoi on faisait une table ronde sur le sujet, mais voilà, c'est fait, vous avez l'historique. Donc, je vais remettre les noms des intervenantes et intervenants. On va commencer sur la partie, c'est vraiment le truc des acheteurs, article 58, achat de fournitures issues du réemploi. On va faire un petit focus aujourd'hui sur les jeux et jouets, puisque nous, dans nos retours d'expérience, on avait fléché un retour d'expérience assez récent. On a aussi beaucoup d'opérateurs... Beaucoup de retours d'expérience sur le mobilier issu du réemploi. Nous-mêmes, on a déménagé il n'y a pas longtemps, on fait tout en réemploi. Je cherche des micros. En l'occurrence, on va parler aujourd'hui de jeux et jouets avec Sandra et Charline. Je vous laisse l'une et l'autre rapidement vous présenter qui vous êtes, où vous travaillez. Voilà, juste qu'on sache qui vous êtes. Non, si. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sandra Jensen. Donc en gros, pour rebondir sur les interventions précédentes, je pense qu'avec Charline, on est là le cas pratique de ce qui vient d'être dit aussi. Enfin voilà, pour ma part, je me suis beaucoup reconnue sur l'opérationnel, la partie opérationnelle après des propos qui ont pu être dits. Vraiment, ça a coché toutes les cases. Donc moi, je suis Sandra Jensen. Je dirige EcoAgir, qui porte un atelier de réemploi de jeux et jouets qui s'appelle Replay, qui est situé sur Bordeaux Métropole. Donc Replay, c'est un ACI, un atelier chantier d'insertion, pour ceux qui connaissent le jargon des structures de l'activité par l'économie. C'est une forme de structure, voilà, d'atelier chantier d'insertion, où on embauche des demandeurs d'emploi sans emploi pour les remettre au travail, retravailler des compétences, travailler une transition professionnelle. L'objectif, c'est qu'ils trouvent du travail dans le secteur classique ou une formation ou une solution le plus rapidement possible. Au maximum, ils ont 24 mois pour pouvoir trouver une solution. Et nous, dans nos types de structures, et notamment à Replay, on utilise le support travail pour pouvoir insérer ces publics. Et le support travail, c'est les achats, les ventes que l'on peut faire, les partenariats économiques que l'on peut mettre en place avec vous, les acheteurs, en l'occurrence. Donc Replay a été créé en 2021 suite à un constat de se dire voilà, on est une structure d'insertion, on veut aussi développer un modèle différent de types de missions que l'on pourrait proposer à des salariés en recherche d'emploi un peu innovants et alternatifs,
que d'autres types de missions. Et on a eu un constat avec, de travailler autour du réemploi du jouet, avec des compétences internes dans notre structure, en se disant, le réemploi du jeu de jouet peut être un outil d'insertion sociale et professionnelle. La durée d'utilisation d'un jeu et d'un jouet, c'est 8 mois. Donc là, on retombe aussi dans un autre champ qui est l'économie circulaire, et de dire comment on peut travailler l'économie circulaire, le réemploi d'un objet à travers la possibilité de proposer en amont de ce type de postes dans l'économie circulaire, des types métiers en tension pour nos publics sur des territoires. Voilà comment ça s'est passé. Ripley a travaillé avec différents acteurs, et notamment s'est fait référencer autour de la filière REP Éco-Maison Jeux Jouets pour être structure spécialiste réemploi jeux jouets. Et il s'avère que dans cette filière en lien avec l'IAE et l'insertion en termes d'ACI, en fait, on est la seule structure entre pratiquement Nantes et Toulouse, en fait, à proposer ce type d'action, qui allie l'économie circulaire et l'activité atelier chantier d'insertion. Et donc, c'est un modèle à créer. Donc, on se retrouve sans modèle économique spécifique sur le territoire, complètement à créer. Donc, c'est super intéressant. Et donc, ça permet de créer des dynamiques et d'innover aussi en direction de l'ESS, principalement. Voilà pour... Merci. Alors, Charline, je te laisse te présenter la structure pour laquelle tu travailles. Bonjour, donc je suis Charline Stralkowski, je suis gestionnaire juridique et administrative au sein du Centre Conseil et Exécution du service achat et commande publique du pôle territorial sud de Bordeaux Métropole. C'est un titre à rallonge. Je vais reprendre mon souffle. Donc, nous sommes un service mutualisé au bénéfice de 5 pouvoirs adjudicateurs, donc sur la zone sud de la métropole bordelaise. Et donc nous faisons entre autres les marchés de la ville de Bègles qui se sont tournés vers la solution économie circulaire que propose Ripley. L'acheteuse. Du coup, je veux bien, Charline, que tu enchaînes pour expliquer un peu dans quel cadre s'inscrit le projet témoin. Bègles achète des jeux et jouets du réemploi. On t'écoute. Oui, alors il y a vraiment eu tout un contexte à la fois interne et externe autour de cette démarche, puisque la ville de Bègles est une ville très engagée dans la transition écologique de base. Et par exemple, elle a adopté une charte achat public durable il y a 1 an. Donc ça, c'est pour le contexte interne. Et en externe, il y a bien sûr le fameux article 58 de la loi AGEC qui nous oblige maintenant à acheter des jeux et jouets, donc avec un pourcentage en réemploi et un pourcentage intégrant des matières recyclées. Et donc, dans cette dynamique, la ville de Bègles s'est tournée vers la structure Ripley, puisqu'elle avait déjà l'habitude de faire des petits achats hors marché, et donc notamment pour ces structures périscolaires, puisque tu l'as dit à juste titre, Sandra, les jeux et jouets ne restent pas neufs très longtemps dans les structures périscolaires, donc ça a même semblé être du bon sens finalement de se tourner vers la seconde main, au-delà des obligations réglementaires. Et donc, où en étais-je ? L'histoire, c'est des agents qui passent des achats en gré à gré pour les crèches, le périscolaire, etc. Donc, en fait, des gens qui connaissent parce que la structure est sur le territoire. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait. Le sourcing, il a été, en fait, se situe sur pas Bègles. vraiment. Enfin, il est arrivé naturellement. Voilà, finalement, on a services. presque fait le sourcing après, donc le service achat et l'élu aux finances de la ville de Bègles. On a eu la chance d'être reçus par Sandra pour aller visiter la structure, et c'était peut-être ça le plus important, finalement, comprendre comment ça fonctionne une structure de l'ESS, venir voir sur place comment vous fonctionnez. Donc, fort de cette visite, on a pu monter un outil contractuel pour vraiment encadrer ces achats. Et en plus de ça, pour la petite anecdote, donc, au sein du pôle territorial sud de Bordeaux Métropole, on a monté une collecte de jouets annuelle au bénéfice de Ripley, du coup, pour les agents. On va rentrer. Alors l'idée, c'est vraiment un regard croisé acheteur-fournisseur. On a dans la salle, on peut peut-être faire le jeu. Combien de personnes représentent des structures de l'ESS ? Quelques-unes. Et combien de personnes représentent des structures acheteuses publiques ? Grosse majorité. Alors allez-y, faites-vous connaître.
Ça va, donc on va avoir besoin de vous écouter toutes les deux. Mais, et du coup, voilà, juste Sandra, comment ça se passe en fait quand on est une structure, une structure donc, du coup, associative, un des chantiers d'insertion, comment ça se passe en fait, la commande publique comment ça commence, comment on arrive à se poser la question de tiens, c'est un acheteur potentiel, comment ça se passe en fait? Comment ça se passe Alors moi, c'est vrai que habituellement, ça fait longtemps que je suis directrice de structure d'insertion. Timothée Verger l'a dit, la tendance change. Moi, on est répertorié parfois comme des associations au niveau local et territorial. Et il y a des élus qui peuvent venir nous voir pour nous dire de quoi avez-vous besoin. C'est ce qu'on peut demander à une association. Vous voulez de quoi? Des locaux, une subvention. Bon, on veut toujours des locaux, mais ça, c'est autre chose. C'est un autre sujet. Des subventions et autres. Et moi, ce que j'avais tendance à dire tout le temps, c'est de dire non, mais je ne veux pas forcément de subventions. Je veux des heures de travail ou du volume de travail pour pouvoir embaucher des publics, et notamment les publics de vos territoires qui sont, on va dire, l'objet aussi d'une délégation, d'une collectivité et de l'objet social d'une collectivité. Et donc, ça part de là, en fait, pour nous, les achats responsables. Ça part du fait de travailler en partenariat avec les collectivités, avec les acheteurs, pour pouvoir avoir insertion par activité économique, donc la partie activité économique qui nous permet de faire l'insertion au niveau local. Et donc ça part de là. Et moi, à titre personnel, par rapport à Ripley, pour pouvoir développer Ripley, au départ, on a travaillé sur les partenariats là, sur Ripley, je ne savais pas trop comment créer le modèle. On était en lien avec la CRES. Et il y a un technicien de la CRES qui m'a dit, mais viens faire un espresso pour rencontrer les acheteurs. Un espresso. Elle n'a pas fait un café pour tout le monde, elle est d'accord. Elle a participé à une rencontre acheteur-fournisseur. C'est la rencontre acheteur-fournisseur organisée par la CRES. Je fais pub CRES en passant. Et du coup, on a rencontré les responsables de la commande publique sur Bordeaux Métropole, sur lesquels on a échangé. Et là, l'idée, c'était de dire, voilà, on veut faire de l'insertion et du marché public en vendant des jeux jouets. Donc, ce n'est pas si simple que ça. On ne vend pas de l'espace vert, on ne vend pas du bâtiment, on ne vend pas de la reconstruction. Et on réemploie en plus avec toute la partie, on va dire, charte qualité, représentation autour d'un jouet d'occasion que l'on va redistribuer et réemployer dans une crèche ou une école avec des enfants, avec des bébés. Donc tout ça, en fait, a été travaillé avec des partenaires pour pouvoir arriver à convaincre les élus. On a commencé avec l'arbre de Noël des agents de Bordeaux Métropole pour pouvoir fournir les 400 jeux de l'arbre de Noël pour les enfants. Donc ça a été un gros pari qui a fait boule de neige aussi avec les élus de la ville de Bègles qui ont voulu aussi retravailler aussi ce projet d'arbre de Noël. D'autres élus ont essayé, mais c'est vrai que les techniciens derrière n'ont pas forcément suivi. Et je sais que le département aussi a travaillé aussi sur un marché bon de commande pour les achats dans les PMI. Et au fur et à mesure, c'est comment on prend confiance et on comprend ce que disait Charline, d'aller voir pour pouvoir avoir une visibilité de ce que c'est réellement l'ESS et les activités de réemploi. Super, merci beaucoup. Du coup, Charline, à ton avis, là, en tant qu'acheteur public, donc il y a un retour d'expérience là. Je veux bien qu'on rentre dans le détail du montage contractuel, quand même savoir comment ça s'est passé. Et puis après, quel conseil tu donnes à un acheteur public? S'il y a un ou deux principaux conseils à donner, quelles sont-ils les étapes incontournables pour contractualiser avec des structures de l'économie sociale et solidaire notamment? Oui, alors déjà sur le montage contractuel, donc nous, compte tenu des volumes d'achats qui étaient réalisés par la ville de Bègles chez Ripley, on est directement passé par un marché sans publicité ni mise en concurrence, en gré à gré. Donc on aurait pu s'aventurer sur un marché réservé. On ne l'a pas fait compte tenu des montants, donc on a foncé direct. Donc ça, c'est un des outils commande publique qu'on peut mobiliser. Et après, sur les 3 conseils que je pourrais donner, vraiment, je pense qu'il faut un portage politique. C'est indéniable. Si la collectivité n'est pas motrice, si la collectivité n'a pas envie d'y aller, ça ne marchera pas. Donc nous, on a vraiment eu la chance d'être portés à Bègles. Ensuite, je pense aussi qu'il faut avoir une bonne lecture des outils commande publique.
Voilà, c'est pas sexy la commande publique, mais il y a quand même des outils qu'on peut mobiliser. Donc typiquement un marché réservé, ou il y a aussi les dispositifs innovation aujourd'hui, ou alors voilà, faire un marché en gré à gré quand les montants le permettent. Et un troisième conseil, ce serait aussi voilà, d'être à l'écoute en fait, des structures de l'ESS, tout simplement de créer un lien, d'essayer de leur demander voilà, de quoi elles ont besoin, quels sont leurs freins peut-être par rapport au marché public, qu'est-ce qui font que ça peut ne pas marcher, et vraiment créer cette communication pour que ça se passe bien en fait, et pour entendre les besoins de tout à chacun. Merci. Et Sandra, de ton côté, en tant qu'opérateur économique, quel serait le conseil à donner à un acheteur Alors moi, c'est de faire confiance à l'ESS, surtout, de travailler, de faire confiance pour travailler aussi sur les besoins locaux, sur les besoins en termes d'achat via de ce que l'on peut proposer. De travailler l'interconnaissance, c'est important, que ce soit au terme des politiques que des techniciens, puisque l'on voit dans le modèle de ce marché-là, dès lors après que les services petite enfance ont pris le pli et ont compris, ont levé leur représentation. Mais là, par exemple, on a doublé le nombre de bons de commande en 3 mois 2025 par rapport à 2024. Voilà. Et donc, il y a un effet. Ce que je dirais aussi, c'est qu'il y a un effet pour les collectivités. Ce que l'on voit là, qui est indéniable quand on a travaillé aussi la présentation, c'est qu'on change les mentalités aussi des collectivités autour du réemploi et de l'IAE, principalement, des publics, parce que les agents, ils viennent, ils font des réunions, ils font des visites aussi sur site. Mais ce que me disent les chefs de service, en fait, notamment des collectivités, c'est qu'ils ont modifié leur vision et leur manière de penser l'achat. Et notamment dans les collectivités, on leur demande de faire de plus en plus d'économies. Et donc, ils ont bien vite calculé qu'un panier moyen dans un centre de loisirs d'achat de jouets, c'est 100 €. Et quand on le calcule sur un achat à bon de commande classique, c'est 450 €. Donc, en fait, compte, pour eux qui gèrent les budgets, le prix qualité est indéniable. Et c'est aussi un outil, ce qu'ils me disaient, de management dans les économies d'achat de réemploi auprès de leurs collaborateurs, puisque voilà, aussi, ça évite de dépenser l'argent public comme ça, voilà, sur les jeux jouets, c'est très rapide. Donc en fait, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est de nous faire confiance. On est en capacité d'innover, de s'adapter à la demande locale, parce qu'on connaît les territoires, et puis voilà, de pouvoir après co-construire des actions. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier témoignage, des compléments, des... Ouh là là, ça lève les mains. Marie-Caroline Vermeau, directrice administrative et financière du pôle territorial sud de Bordeaux Métropole. Mais je m'adresse à Madame Jensen pour savoir si vous avez noué des partenariats aussi avec les collectivités pour récupérer des jouets qui émanent des crèches, du périscolaire, etc. Est-ce qu'il y a aussi ce cercle vertueux qui s'effectue ? Oui, alors la plateforme Replay, on travaille l'économie circulaire qui va de la collecte. Donc forcément, si on veut réemployer, remettre dans le circuit des jouets, il faut des jouets. Et donc en fait, on travaille ce mécanisme de collecte, puis après le tri, la valorisation, la logistique, le reconditionnement. On a aussi parmi nos salariés des personnes sur lesquelles on prend tous les jeux, on les éclate et on en refait des univers avec des jeux. Et ensuite, la vente. Et donc effectivement, il y a cette partie collecte. On a organisé avec le pôle territorial sud une collecte avec le service déchets aussi de Bordeaux Métropole, avec d'autres services, des collectes de jouets pour travailler des entreprises. Voilà. Donc là, on est à disposition si besoin. On a des bornes et on a nos agents de collecte de EcoAgir qui viennent les récupérer. Et dans les écoles ou les crèches, on n'a pas eu la demande sur la ville. Enfin, il y a une borne sur un centre de loisirs sur Bègle.
Mais dans les crèches aussi, on nous appelle pour vider en fait, des lieux de stockage. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et là où je suis en train de travailler, continuer à faire évoluer le modèle économique, c'est sur le mobilier et la puériculture. Et notamment les modules pour des crèches en réemploi. Notamment récupérer les modules usagés pour pouvoir après les retravailler, puisqu'on a des partenaires et des professionnels paralibérales aussi qui sont intéressés par l'achat de jouets, parce que c'est très cher, un module de crèche. Voilà. Donc on est en train de modéliser un petit peu, de réfléchir comment on doit travailler. Par contre, là, c'est une autre habilitation de la filière REP en lien avec un autre éco-organisme avec qui on est en train de réfléchir. Mais oui. Super. Est-ce qu'il y a une autre question avant de parler bâtiment? Ouais, Aurélie. Bonjour à tous. Aurélie Dardan du service achat de la ville de Limoges. Alors, les jeux et jouets vont être notre actualité bientôt, donc je suis super contente qu'on aborde ce sujet. Je rebondis sur ce que vous disiez. Alors, on a nos obligations réglementaires de la loi AGEC qui, du coup, nous permettent d'imposer des clauses d'achat de jouets d'occasion, par exemple, etc. Et j'entends le fait de réserver un marché, ce que je trouve très intéressant, mais du coup, je me pose la question de ceinture, bretelles et parachute. Si vous êtes, par exemple, la seule structure sur tout le Grand Ouest à proposer ce genre de choses, est-ce que les gros mastodontes du jouet, etc., ne pourraient pas nous reprocher d'avoir réservé le marché et peut-être restreindre la concurrence et parce que nous aussi, on fait du réemploi, parce que, etc. Y a-t-il une juriste dans la salle? Ils ont qu'à. C'est un choix. Après, la réservation. Mais moi, je peux répondre. Réserver un marché, c'est réserver à des structures qui contribuent à réinsérer professionnellement du monde. Donc après, c'est la libre concurrence, elle est là, puisque après, le mastodonte, oui, potentiellement, il faut qu'il s'appuie sur un ACI pour pouvoir répondre à ça, ou lui-même se lancer dans cette activité sur laquelle il n'est pas forcément professionnel. Je te laisse compléter, Sabine. Non, tu as tout dit, mais on a déjà répondu à cette question lorsqu'on est intervenu dans les Landes il n'y a pas si longtemps que ça, où effectivement des élus se posent la question, mais la question est légitime. Mais il faut quand même redire que c'est un choix et que le choix appartient à l'acheteur. Parce que, encore une fois, alors je vais me permettre de le rappeler, même si ça fait très longtemps, mais mes cheveux blancs parlent pour moi. En 2001, il y a eu un gros bing bang de la commande publique et où on a parlé de principe de liberté d'achat des acheteurs. À l'époque, on parlait de personnes responsables, enfin je ne me rappelle même plus comment on appelait ça, personnes responsables des marchés. Mais, et c'était la liberté. Or, les collectivités locales n'aiment pas la liberté quelque part quand on leur dit faites comme vous voulez. Et elles aiment bien avoir des frontières, ceinture, bretelles, parachute et le reste, casque, etc., et lunettes protectrices. Non, c'est un vrai choix et il n'y a pas à s'excuser de faire le choix de faire un marché réservé. Quand bien même il n'y aurait qu'une structure comme la vôtre dans toute la Nouvelle-Aquitaine, voire dans tout le Grand Ouest du nord jusqu'au sud, côté ouest de la France, on pourrait faire un marché réservé quand bien même vous serez toute seule. Ce n'est pas la question. Donc, s'il y en a d'autres, et j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres, eh bien, elles répondront et les mastodontes du jouet répondront aux autres marchés. J'ai répondu à cette question il n'y a pas très longtemps au département des Landes aussi, où des entreprises du BTP étaient tout émues parce qu'ils craignaient que tous les marchés de construction soient en lot réservé. Bon, non, il faut arrêter, on ne va pas faire du fantasme de l'autre côté, quoi. Enfin, voilà, donc non, il ne faut pas s'excuser, il faut faire un vrai choix, c'est de l'affichage. On a dit que la commande publique était un levier, on a parlé de la commande publique comme étant un outil de développement économique. Donc allons-y, réservons, on a des structures performantes et innovantes. Je vais noter vos coordonnées pour mon département. Je voudrais compléter ce que vient de dire ma collègue. Bordeaux Métropole, Moustapha Louajidi, nous, c'est un choix assumé. On a donné le premier marché, on a passé le premier marché avec Replay. On aurait pu passer sur une procédure moins de 40 000. Mais on a choisi sciemment de faire un marché réservé.
Voilà, donc c'est un objectif de notre spazer. Donc on s'est dit, on fait un marché réservé. Symboliquement, il y en avait pour 25 000 euros. J'étais à moins de 40 000, on pouvait le faire. Mais on a choisi de faire un marché réservé pour bien marquer notre engagement sur l'axe 1 de notre spazer, attribuer des marchés à des structures de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Est-ce que je peux compléter au cas où, derrière votre intervention, mais vraiment très derrière, il y aurait l'hypothèse du risque pénal ou, voilà, ou si quelqu'un l'avait sur votre épaule, à un moment donné, vous poserez la question. À partir du moment où vous assumez un choix et que vous dites, moi je veux le réserver parce qu'il y a des structures compétentes là-dessus et je veux vraiment marquer fortement ma politique publique là-dessus, et personne ne viendra vous chercher. Ou bien il faudrait trouver quelqu'un qui motive ou qui démontre que vous avez effectivement fraudé. Ils ne sont pas encore nés, vous aurez acheté plein de jouets d'ici là. C'est juste que je veux compléter. Pour nous, le marché, il y a le support du marché qui est l'insertion, mais aussi le support de l'objet. Là, en l'occurrence, ce n'est pas une prestation de service, c'est un objet. Donc, en fait, on se démarque complètement de l'acheteur, de l'entreprise classique qui vend des jouets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a le réemploi. Et donc, on achète de l'insertion et du réemploi. Et donc, ce que ne fait pas un fournisseur classique qui est complémentaire, finalement. Parce qu'il y a des moments, il va y avoir besoin dans les collectivités d'achat de jouets ou de matériaux ou de supports pédagogiques spécifiques. Et puis, la complémentarité, c'est le réemploi. Dans le cadre de la filière REP, en lien avec les éco-organismes, étant donné qu'on est filière spécialisée jeux jouets, donc ce ne sont que les structures de l'ESS qui sont spécifiques. Comme nous, on a un agrément de l'IAE pour pouvoir justifier du marché activité d'insertion. Ça, c'est important. Sans cet agrément IAE, en fait, les structures, elles ne peuvent pas répondre à ces marchés-là, même si certaines essayent. Mais en fait, il y a aussi donc, l'agrément IAE pour l'insertion, l'agrément aussi filière REP. C'est blindé, ils sont blindés. C'est blindé. Pas des seuls, en fait, de manière générale, sur les c'est fournitures. blindé. Et nous, en fait, on est partenaire des magasins de jouets, des fournisseurs de jouets. Par exemple, le Ripley se fournit sur tous les invendus et les SAV de Jouet Club de la France. Donc, en fait, s'il y a un souci de concurrence, on va y aller direct. Et s'il y a besoin de travailler à une réponse commune, on va pouvoir le créer. Donc, c'est aussi ça. Merci beaucoup. On va passer sur le volet bâtiment avec Anaïs, qui est coordinatrice de Hydre, et Bastien Bernella, vice-président du Grand Poitiers. Vice-président, non, tu es vice-président de 3R. Grand Poitiers aussi ? Oh ben voilà, doublement vice-président. Je vous laisse vous présenter rapidement et puis on rentre dans le détail. Donc Anaïs, à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Anaïs Beauvais, coordinatrice d'Hydre association, donc structure de l'ESS. J'en profite aujourd'hui, basée à Pau, dont l'objet social est de concourir à la structuration de la filière de réemploi des matériaux de bâtiment en Nouvelle-Aquitaine. Et j'ai par ailleurs aussi la chance, depuis bientôt 2 ans, de piloter le collectif Cadres, dont certains membres sont présents aujourd'hui. Peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà. Bastien. Bonjour à toutes et tous. Donc Bastien Bernella, je suis élu à la ville de Poitiers et vice-président Grand Poitiers au développement économique. Et donc les sujets, nous, d'économie sociale et solidaire, d'économie circulaire et de commande publique responsable sont sous la vice-présidence développement économique. Et pour la partie commande publique précisément, en binôme avec l'élu finance budget qui est président de la commission d'appel d'offres. Je rebondis juste sur le caractère peu sexy de la commande publique, comme ça a été évoqué. Enfin, je crois que je l'avais déjà dit ici l'année dernière. Et à tort, je pense, les élus dans un organigramme ne se jettent pas sur la délégation commande publique responsable, je pense, contrairement à d'autres délégations ou adjointures qui sont plus à la mode. Eh bien, je pense que ils ont bien tort parce que c'est une façon d'être assez
centrale dans la collectivité et du coup de pouvoir grignoter un petit peu de place politique dans chacune de nos politiques publiques et de travailler en lien avec les collègues élus et les différentes directions. Donc c'est vraiment une position centrale. Et à partir du moment où le projet politique, c'est de mobiliser la commande publique et cette politique d'achat pour structurer des filières, créer des emplois non délocalisables et puis fournir du volume d'activité avec l'ESS et les acteurs de l'économie circulaire, c'est bien de mettre son nez partout. Merci. Alors, petit propos introductif du coup par Anaïs sur économie circulaire, en particulier réemploi appliqué au bâtiment, ESS, commande publique, et un petit retour d'expérience sur Cadres, du coup, si tu peux nous présenter les résultats de ces travaux. Alors déjà, on intervient après plein de choses qui ont été dites qui étaient hyper intéressantes. Il y a plein de mots là qui me viennent, et ce que j'aime quand on intervient, et c'est merci du coup de m'inviter encore aujourd'hui, c'est que quand on intervient dans le cadre des achats publics, on entend toujours le mot levier, et j'aime ce mot. J'aime ce mot, et le réemploi dans le bâtiment, alors c'est peut-être un peu moins fun que les jouets, mais en tout cas, on a besoin de leviers, et la commande publique en fait partie assurément, à côté d'autres leviers plus juridiques, assurantiels, enfin il y en a plein, mais en tout cas la commande publique en fait partie, et j'aime toujours à dire, et on l'a entendu un petit peu, mais peut-être pas suffisamment à mon goût, c'est que les collectivités, alors dans les acheteurs publics, il y a notamment les collectivités qui ont plusieurs rôles. Donc elles ont leur rôle d'acheteur, évidemment, qui est hyper important, ça c'est une certitude, mais le portage politique est aussi un levier majeur, et je dirais aussi de stratégie, on en a rapidement parlé, de stratégie territoriale de développement, et le sujet de réemploi dans le bâtiment, mais comme dans d'autres secteurs, est quand même un sujet très transversal et a parfois beaucoup de mal à émerger parce que justement il est transversal et qu'on a des collectivités qui ont l'habitude de travailler chaque service dans son coin, et voilà. C'est un sujet qui permet en tout cas, je pense, de réquestionner déjà la propre structuration des collectivités, et aussi du coup leur regard sur leur stratégie politique à l'échelle territoriale. Donc je trouve que c'est un enjeu quand même aussi majeur, et on voit de plus en plus apparaître des fonctions justement transversales dans les collectivités, et c'est bien heureux parce que ça va permettre justement l'avènement des filières du réemploi, dont celle du bâtiment, et la création de valeur sur les territoires et d'emplois dans l'ESS, évidemment. Mais ça, c'est vraiment, je trouve, un des leviers les plus intéressants de la commande publique, et aussi du rôle politique des collectivités qui doit permettre la possibilité de créer de l'emploi local, non délocalisable, et permettre la résilience, on n'a pas entendu ce mot, la résilience des territoires, et ça, c'est quand même super important. Et les acteurs de l'ESS, évidemment, concourent à cela, et par leur modèle. On a parlé de modèle économique aussi, un sujet hyper important, et le secteur du bâtiment voit les mêmes sujets que vous, avec la nécessité, vous en avez bien parlé tout à l'heure, de revoir des modèles qui... Alors, j'aime pas trop ça parce que tous les acteurs de l'ESS n'ont pas basé leur modèle économique que sur de la subvention. Mais il faut effectivement s'en écarter de plus en plus parce qu'on l'a compris, on est dans un monde un peu dans la contraction budgétaire publique, et il y a à voir à repenser les modèles économiques différents par l'offre de services. Et donc, qui dit offre de services dit forcément achat, parce que si on a une offre, il faut que quelqu'un l'achète. Et du coup, forcément, les achats publics ont forcément un rôle important à jouer. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire en complément de ce que j'ai entendu, c'était hyper intéressant et stimulant. Du coup, dans ce cadre-là, on a la chance depuis 3 ans maintenant, bientôt, d'avoir été lauréat d'un appel à projet avec plusieurs structures. Donc, je vais les citer dans l'ordre qui compose le collectif Cadres par l'ordre alphabétique, comme ça je ne les oublie pas. On a donc ADI, la Chambre de l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine, ATIS, qui est donc une structure bien connue du monde bordelais et d'accompagnement des porteurs de projets. On a la CRES, donc la Chambre régionale de l'ESS. On a INAE, qui a été déjà introduit, donc le réseau de l'insertion par l'activité économique. Et Hydre évidemment, et ODIS, le cluster du bâtiment durable, et Renaître, le réseau des recycleries ressourceries régionales. Donc quand même un consortium d'acteurs très complémentaires pour permettre justement l'activation de la filière réemploi du bâtiment en Nouvelle-Aquitaine par le biais de l'ESS. C'était l'objet initial d'ailleurs de ce consortium, avec l'organisation
de nombreux événements. On est dans la 3e année, donc on a fait quand même beaucoup d'événements, et notamment un qu'on apprécie particulièrement, un format qui fonctionne très bien et dont on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui, c'est la coopération entre les acteurs sur les territoires pour pouvoir voir émerger des solutions concrètes. Vous avez parlé par le sourcing, hein, c'est quelque chose, un outil que j'aime bien, à force d'entendre parler des acheteurs publics, il y a des outils comme ça qui nous marquent, et ben c'est des moments où justement acheteurs publics et acteurs se rencontrent pour se connaître et pour essayer de monter des solutions concrètes et réelles sur les territoires et aboutir à une structuration de filière et voir venir des projets de construction un peu exemplaires. Qu'est-ce que j'ai à en dire? Voilà, on arrive dans notre 3e année, donc il s'est passé plein de choses. On se rend compte malgré tout qu'il faut encore permettre aux acteurs et aux collectivités, acheteurs publics et même acheteurs privés de continuer à se connaître et à s'interconnaître et à essayer de monter des solutions concrètes. C'est pas évident. Il y a une belle marche qui a été franchie en Nouvelle-Aquitaine sur ces 3 dernières années, mais il faut pouvoir continuer pour vraiment mettre en œuvre des solutions. Et on voit effectivement arriver de plus en plus des acteurs privés à but plus lucratif que les acteurs de l'ESS dans cette filière. Alors, on pourrait voir ça comme une menace. Je pense que c'est une opportunité, hein, parce que, on l'a pas dit, mais alors le bâtiment, les chiffres sont quand même colossaux sur les flux à traiter, hein, de matériaux. Donc, il semble assez peu probable que les acteurs de l'ESS seuls, en tout cas ceux existants, soient en capacité de traiter tous ces volumes. Donc il va falloir penser des solutions un peu hybrides et donc du coup comment mieux connaître aussi les autres acteurs plus privés et réussir à monter des coopérations. Ça existe déjà entre acteurs privés plus classiques et puis le monde de l'ESS, et que chacun trouve sa place dans cette nouvelle économie et dans ce changement de pratique. Voilà. J'étais un peu longue, pardon. Merci. Du coup, qu'adresse, si on veut des informations, on peut trouver ça sur votre site, Hydre. Et les informations sur ces temps d'échange, bulles de coopération, SAV, alors, les relais, hein, sur notre site. Oui, en général, 3R relaie nos informations. ODIS aussi. Et Recita. Et Recita, probablement aussi. Mais, pour ceux qui ne connaissent pas, recita.org, c'est un super... c'est une plateforme régionale d'information sur l'économie circulaire, sur ce qui se passe. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Voilà. Top, merci. Merci beaucoup. Pour le côté témoignage terrain à Poitiers, Bastien m'a envoyé plein de choses que vous avez pu faire sur un site qui s'appelle La Caserne. Donc du coup, on va parler pompiers. Non, c'est pas ça? Non. Si, c'est ça. Donc l'idée, c'est de zoomer sur un projet un peu pilote, alors qui est un peu, on va dire, le phare, hein, d'une stratégie économie circulaire plus large. Et je fais toujours attention dans la conduite de la vice-présidence à la fois d'équilibrer entre des projets qui sont un peu, qui rendent visible la vitrine, on va dire, et qui permettent d'avoir un vrai effet d'entraînement sur le territoire, mais aussi de systématiser la question du réemploi dans une activité un peu routinière, quoi, parce que ça marche pas, on n'ancre pas la question de l'économie circulaire si on fait que du bling-bling sur des gros projets. Pour moi, il faut les deux. Il faut des projets qui se voient, sur lesquels on communique avec un vrai effet d'entraînement, et aussi systématiser, routiniser les pratiques sur des plus petits projets. J'y reviendrai. Donc là, en effet, c'est le projet de la caserne, donc l'ancienne caserne des pompiers à Poitiers, qui est sur le quartier Gare, qui a été libérée en début de mandat. Donc on est arrivé en 2020 avec un bâtiment qui allait se libérer de son usage. Donc on a un gros projet urbain de requalification du quartier Gare qui est porté par Grand Poitiers Communauté Urbaine. Et à l'intérieur de ce quartier, on a un projet ville, maîtrise d'ouvrage ville, qui était propriétaire de la caserne et sur laquelle on a souhaité créer un tiers-lieu, justement ESS économie circulaire. Donc c'est un projet ESS économie circulaire dans l'usage, puisque les acteurs qu'on va accueillir sur le site sont des acteurs de l'ESS et de l'économie circulaire notamment, qui se sont structurés en association loi 1901, la caserne, pour ne pas être original. Donc une cinquantaine d'acteurs qui vont occuper des ateliers, des bureaux, et puis une partie hébergement aussi, auberge de jeunesse sur le site. Donc ça, c'est le projet en termes d'usage. Je précise juste qu'on a fait aussi de l'urbanisme transitoire sur ce site-là. Et ça aussi, c'est une façon de faire du réemploi de bâtiments dans un autre sens du terme. On a
tous, je pense, côté collectivité, des mètres carrés vacants ou des projets sur des bâtiments qui mettent du temps à sortir, et activer des mètres carrés en attendant la phase travaux un peu lourde, c'est aussi une façon de répondre aux besoins des acteurs. Donc je fais la promotion aussi de l'urbanisme transitoire, qui est une façon aussi finalement d'activer la commande publique, alors plutôt dans une logique... Là, nous, c'était une autorisation d'occupation temporaire, mais en tout cas d'activer des locaux pour répondre aux besoins des usagers. Parenthèse fermée. Mais c'est aussi un volet d'une politique du patrimoine bâti de la collectivité, quoi, de s'engager sur ces sujets-là, y compris sur du pluriannuel et dans une logique un peu de gestion de parc immobilier. Donc sur la caserne, maîtrise d'ouvrage ville, 11 millions d'euros, 5000 m². Donc c'est un gros projet pour notre programmation pluriannuelle d'investissement. Et on a choisi de mettre le réemploi vraiment en haut de la pile. Donc ça veut dire qu'à la fois, il y avait un portage politique très fort de la maîtrise d'ouvrage. Et du coup, ça a été un critère de recrutement de la maîtrise d'œuvre, parce que pour que ça suive derrière, il faut les deux, quoi. Il faut le portage politique et après il faut la compétence et une maîtrise d'œuvre et un architecte qui ne lâche pas sur toute la conduite, la préparation et la conduite du projet. Et du coup, on a une personne, Agathe Belli, que vous allez faire intervenir, je pense, sur d'autres sujets, d'autres occasions sur cette question du réemploi dans le BTP, qui est au sein de la maîtrise d'œuvre, chargée du réemploi. Donc on a vraiment, aussi en termes de compétences, structuré l'équipe autour de ça. À mon sens, la réussite d'une ambition forte sur la question du réemploi, sur des gros chantiers comme celui de la caserne, c'est de l'inscrire dans le calendrier du projet, et donc de prévoir une phase dans le calendrier qui est dédiée à ce sujet-là. On a structuré la réhabilitation en 3 appels d'offres. Et donc, on avait un premier appel d'offres qui a duré près de 6 mois, où on a fait du curage, des pollutions, des plombages, des amiantages et diagnostic ressources et dépôts soignés, des constructions sélectives. Donc, on a fait le choix dans la construction de la consultation d'avoir un premier appel d'offres, l'appel d'offres 1, avant de lancer tous les lots classiques, électricité, plomberie, etc., centré sur le réemploi, qui a permis de faire un travail de qualité, piloté par la maîtrise d'œuvre en lien avec la maîtrise d'ouvrage. Et puis les premières entreprises qui commençaient à être recrutées en avance de phase sur l'appel d'offres 2, sur la caractérisation du gisement disponible sur la caserne pour faire du réemploi. Donc il y a eu tout un travail de caractérisation du gisement qui a été vraiment important et qui nous permet de faire beaucoup de réemploi in situ. Je ne l'ai pas dit, la cible elle est à 400 tonnes de réemploi, donc c'est quand même significatif. Et on a fait le choix politique aussi, alors c'est pas simple tous les jours, mais on a fait le choix politique de désaffecter un gymnase de façon temporaire pour être la base logistique de réemploi sur le chantier. Et ça, c'est ce qui a permis d'accélérer aussi le sujet réemploi, parce qu'il y a la question des flux derrière qui se pose. Là, on a un gymnase libéré de son usage pendant la phase chantier, c'est assumé, et qui permet de stocker les matériaux qui restent dans la boucle caserne, ceux qui sont reconditionnés pour partir en réemploi ailleurs, donc ça c'est l'ex situ, et puis les matériaux de seconde main qu'on importe et qu'on stocke pour ensuite retourner dans la caserne. Donc cible 400 tonnes, on a fait vraiment un gros travail avec la maîtrise d'œuvre. Et on a veillé à inclure des acteurs de l'ESS dans la phase chantier, la phase travaux. Donc en mobilisant 2 outils, les clauses sociales, on en a parlé déjà, donc sur le volet curage notamment, et puis dépose soignée, on a un chantier d'insertion qui est intervenu. Alors on avait un nombre d'heures prévues sur les clauses, on a fait plus 300% là déjà, et le chantier n'est pas terminé, donc il y a eu un vrai engagement, y compris des entreprises en fait pour jouer le jeu de l'insertion. Donc la partie clause, et puis de la sous-traitance aussi, d'entreprises classiques qui ont répondu, et après on fait appel à des structures de l'insertion en sous-traitance, ou des acteurs de l'ESS hors insertion. C'est le cas du collectif Mélusine, par exemple, qui a fait une partie du diag PEMD sur les produits électriques et électroniques. PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Voilà.
Donc c'est une obligation légale à partir de 1000 m² de bâti, et on a fait le choix en tant que maîtrise d'ouvrage de le systématiser à partir de 500 m² sur nos patrimoines. Donc ça aussi c'est un vrai choix, ça rejoint ce que je disais. Oui, il y a les gros projets et il y a une obligation réglementaire. De toute façon, avec la loi AGEC qu'on a évoquée tout à l'heure, on a le vent dans le dos hein, sur ces sujets, il faut s'y mettre. Enfin, on n'attend pas les obligations réglementaires pour s'y mettre, mais voilà, c'est le sens de l'histoire. Et en plus, on va au-delà de l'objectif réglementaire pour le systématiser, aussi pour avoir des flux de matière un peu récurrents dans le cadre de nos commandes publiques. Donc voilà, peut-être juste un élément financier sur le surcoût associé au réemploi, parce qu'on a souvent cette impression-là que ça va être plus compliqué, plus complexe, plus coûteux, etc. Et on a vraiment travaillé avec la maîtrise d'œuvre aussi pour caractériser les impacts en termes de financement et de choisir matériau par matériau, est-ce qu'on fait du réemploi ou pas, quoi, parce qu'il y a quand même une enveloppe à respecter hein, et on est aussi garant en tant qu'élu de pas... parce qu'on a le sujet du réemploi, faire exploser l'enveloppe. Il y a un principe de réalité sur la conduite du projet. Ce qui est assez clair et ce que renseignent aujourd'hui nos équipes, c'est que le choix de la réhabilitation plutôt que démolition-construction, il y a un surcoût en moyenne. Donc le fait de réhabiliter, oui, il y a un surcoût par rapport à de la construction neuve. Mais une fois qu'on a fait le choix de la réhabilitation, il n'y a pas forcément de surcoût associé au réemploi par rapport à des matériaux neufs. Et ça, on est en train de voilà, le démontrer pour faire du retour d'expérience. Et voilà, c'est vraiment important parce qu'il peut y avoir beaucoup de craintes parfois des collectivités sur les questions de risque, les questions assurantielles, les questions de surcoût. Et quand on prend voilà, les choses dans l'ordre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Et c'est ce qu'on essaye de démontrer à l'échelle de ce projet d'envergure. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce qu'on a une question, un complément demandé sur ce sujet? Oui, Sabine. Le choix du maître d'œuvre, ils se sont bousculés sur votre projet? J'ai plus en tête le nombre d'équipes répondantes, mais oui, on a eu beaucoup de réponses, et des locaux et des non-locaux. Donc voilà, c'était plutôt un concours challengeant, quoi. Ouais. Ouais, c'était un concours de toute façon. Oui. C'était un concours. Donc. Je pense que vous avez été très complet. Des questions complémentaires? Oh là là, super. Super, bah écoutez, je vous remercie pour ces partages d'expérience. Est-ce que on avait dit à la fin, on pouvait dire un levier, un conseil, l'un et l'autre, sur la partie bâtiment et réemploi? Je réfléchis, là, je suis pris de court. Non, mais je rebondis juste sur tout à l'heure la question du travail transversal au sein des services. Enfin, je pense que c'est vraiment important aussi pour réussir ces stratégies-là au-delà d'un chantier. Hein. C'est vrai que nous, on a structuré les équipes sur ces questions de réemploi, de structuration de filières d'économie circulaire en pluridirection. Donc là, il y a un groupe, il y a un groupe projet hein, ad hoc avec la direction patrimoine bâti. Et on a fait le choix d'avoir un chargé d'opération qui a une casquette réemploi pour l'ensemble de la collectivité. Et donc là, on est en train de systématiser les diag PEMD sur tous nos patrimoines pour avoir un temps d'avance sur les gisements disponibles. Donc la direction patrimoine bâti est au centre, forcément, avec un monsieur réemploi au sein de la collectivité. La direction achats moyens généraux, donc il y a la fonction forcément achat public, considération environnementale, comment on inscrit ça dans nos marchés. La direction économie-emploi, parce qu'on a voilà, l'objectif de créer de l'activité économique avec des acteurs de l'ESS dans la chaîne de valeur et donc des emplois sur ces sujets-là. Et enfin, la direction déchets économie circulaire, puisque ça renvoie à une offre de services autour des questions de déchets. Donc on a 4 directions voilà, qui travaillent ensemble, patrimoine bâti, achat, économie-emploi, déchets économie circulaire. Et ça, c'est vraiment indispensable pour être dans de la transformation un peu pérenne des pratiques, quoi. Hop là. Ah bah Antoine, j'étais là, c'est bon, on gère bien le timing. Je vais exploser le timing. Non, une question courte, après la réponse, vous verrez. Évoquer effectivement la question du développement économique local, cette transversalité et la chaîne de valeur de tous les acteurs qui doivent être en place
pour pouvoir rendre possible l'opération. Donc quand c'est de la matière grise, elle peut être locale ou elle peut venir de plus loin. Par contre, vous l'avez évoqué, vous étiez un petit peu en situation de crise sur le gymnase et le stockage des matériaux. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préparer sur son territoire. Et donc, c'est cette logique de développement économique pour pouvoir faire émerger la chaîne de valeur qui va permettre localement que ça se passe bien. Donc, ça rejoint les bulles de coopération pour essayer de faire émerger des choses. Mais voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cet aspect-là pour pouvoir faire émerger les éléments qui vont rendre possible l'opération. Et sur juste une petite aparté, j'en discutais avec Aquitanis, on a un projet qu'on avait appuyé et qui est toujours en cours de développement dans le cadre d'un appel à projet ADEME Région, justement sur un lieu de stockage sur du foncier temporaire pour essayer d'avoir une espèce de matériothèque qui serait délocalisable pour pouvoir utiliser du foncier qui est temporairement disponible et ensuite se délocaliser ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, un sujet intéressant. Oui. C'est vrai que du coup, il y a deux échelles, quoi. Là, il y a l'échelle du projet et on a voulu taper assez fort sur la question du réemploi, ce qui fait qu'on a souhaité rendre disponible un outil logistique sur site chantier. Donc là, c'était au service de ce chantier. On est quand même en train de se dire qu'à l'échelle du quartier-gare, il y a d'autres opérations qui vont faire du réemploi. Donc on va essayer de maintenir ce gymnase pour une échelle quartier. Voilà. Mais on travaille à une échelle plus territoriale sur une offre de service adossée à un lieu. Sur des questions de plateforme tampon, stockage, reconditionnement, caractérisation des matériaux et qui soient partagés entre les maîtrises d'ouvrage. Donc il y a une vraie dynamique territoriale autour de l'achat public qu'on a souhaité engager dès le début du mandat. Donc on parlait tout à l'heure de mettre en énergie un peu les donneurs d'ordre sur le territoire, Preston, etc. Enfin, on essaye modestement de s'inscrire dans cette logique-là. Et donc on travaille avec le CHU, le Crous, l'Université de Poitiers, Equidom qui est notre bailleur social et puis la CEP, l'aménageur dont j'ai la présidence sur le territoire. On travaille ensemble sur ces questions de filière locale. Donc il y a une stratégie partagée d'achat. Les structures que j'ai citées sont pour la plupart adhérentes de Grand Poitiers Achat, qui est notre centrale d'achat. Et l'idée, c'est qu'on mutualise de l'ingénierie via la centrale d'achat. Donc là, d'ici la fin de l'année, on est en train de le mettre en calendrier. On veut passer un accord cadre Diag PEMD pour qu'on ait les mêmes closiers sur la question du réemploi, partagés par les maîtrises d'ouvrage publiques du territoire, ce qui fait que quand je suis une entreprise du BTP, local, on va dire, que je sois sur un chantier CHU, un chantier Grand Poitiers, un chantier, etc., ils savent que s'ils veulent accéder à nos marchés, il va falloir s'y mettre et que du coup, on systématise un peu une façon de travailler. Et donc, nous, on considère en tant que communauté urbaine qu'on a la responsabilité de sortir des lieux avec une offre de services mutualisée pour monter en échelle. Et donc là, c'est le travail qu'on fait sur la matériothèque, plateforme BTP, plutôt sur la logique stratégie économie circulaire. Donc on a déjà le foncier et là on est en phase étude pour sortir dans l'extension d'une recyclerie existante une plateforme spécialisée BTP qui serait du coup ouverte aux maîtrises d'ouvrage publiques que j'ai citées et puis aux entreprises attributaires de nos marchés. Avec un vrai enjeu, et ça paraît tout bête technique, mais c'est un vrai verrou quand on veut systématiser et mutualiser les questions de réemploi, c'est l'interopérabilité de nos systèmes d'information, en gros, et comment on caractérise les matériaux. En gros, c'est j'ai telle planche, j'ai tel type de radiateur, j'ai tel machin. Voilà, comment je le caractérise, comment je le mets dans un logiciel qui peut être accessible par le bailleur, par le CHU, par la collectivité. Et ça, c'est des sujets qui sont plutôt pratico-pratiques sur lesquels on travaille, mais qui ne sont pas forcément simples pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions sur des projets d'échelle territoriale. Merci pour ces compléments. Merci à tous pour ces partages. Je vous